Alors, ellipse de Steiner, question 3. Donc, on va reprendre l'exercice qu'on avait commencé sur l'ellipse de Steiner. Donc, le plan euclidien est rapporté au repère OJ. On donne les points ABC de coordonnées respectifs 7, 2, 19, 4 et 10, 2. Et on en déduit que le centre de gravité du triangle ABC, qu'on appelle O ici, a pour coordonnées 12, 6. Et on demande donc l'équation cartésienne de l'ellipse passant par les points A', B', C', qui sont les milieux des côtés du triangle ABC et qui sont tangentes en chacun de ces milieux. Alors ça, c'est une question, on avait trouvé l'équation cartésienne lors d'un exercice précédent, donc lors d'une vidéo précédente. Et là, nous allons nous attaquer à la question 3. Étant donné qu'on a l'équation cartésienne de l'ellipse, on avait trouvé que cette équation c'est 28x au carré plus 6xy moins 708x plus 39y2 moins 540y plus 5507, et que bien sûr il faut l'égaler à 0 pour avoir une équation cartésienne. Donc ici, l'objectif maintenant c'est de trouver, vous savez qu'une ellipse elle a un grand axe et un petit axe. Alors le grand axe c'est AB, le petit axe c'est CD. Le demi-grand axe qui est OA égale OB, on le note petit a, et le demi-petit axe qu'on note petit b, qui est égal à ici sur la figure AOC ou AOD, et bien on le note petit b. Et on a aussi une distance focale qui est petit c, qu'on note petit c, qui est la distance entre les foyers de l'ellipse, qui sont marqués en points. On a juste marqué les points ici, et ces foyers sont sur le grand axe AB. Donc, on vous demande de trouver les coordonnées de son centre O. Alors, évidemment, le centre O, c'est 12, 6. Mais là, dans le cadre de cet exercice, on va considérer que la seule chose qu'on sait, en fait, c'est que l'ellipse a pour équation celle qui est donnée, 28x au carré plus 6xy, etc. Et on va partir, et en fait, toute l'information concernant l'ellipse est contenue dans son équation cartésienne. C'est-à-dire que à partir de l'équation cartésienne, on peut aussi bien déduire de l'équation cartésienne les coordonnées du milieu que la valeur du petit axe, demi-petit axe, et que la valeur du demi-grand axe, ainsi que la valeur de la distance focale. Ainsi que, évidemment, les coordonnées des sommets ABCD, et on va en déduire un tracé de l'ellipse E, mais on va la faire de façon différente que ce qu'on avait fait dans les questions 1 et 2. On va la faire non pas à partir de l'équation cartésienne, ni même à partir de la transformation affine qui permettait de transformer le cercle qu'on avait vu dans le triangle équilatéral en l'ellipse de Steiner. On ne va pas utiliser cette transformation non plus. On va utiliser une troisième méthode qui consiste à faire une ellipse. Mathematica sait faire des ellipses, mais des ellipses dont les axes sont horizontaux et verticaux. Et ensuite, on va tourner cette ellipse, ce qui va nous permettre d'obtenir l'ellipse de Steiner qui est ici. C'est ça le programme qu'on va faire dans cette approche-là. Alors, donc déjà, on va, dans un premier temps, donc, regarder le code ici. Voilà le code. Et nous allons utiliser. Alors, comment va-t-on résoudre le problème? C'est-à-dire, comment va-t-on trouver les coordonnées, comment va-t-on trouver la valeur du demi-grand axe et la valeur du demi-petit axe, et ensuite les coordonnées des sommets ABCD. Alors, pour faire ceci, eh bien, nous allons utiliser, en fait, bon, pour faire cette question, je vais utiliser une méthode tout ce qu'il y a de plus standard, qui est, en fait, cette méthode, elle est faite ici, et a priori, je me dis que, ben, j'ai pas de raison, finalement, d'utiliser une autre méthode que celle qui est proposée par Wikipédia, qui est
en fait tout à fait remarquable, et c'est ce qu'on va faire là. On va utiliser la méthode proposée par Wikipédia. Voilà. Équation réduite en géométrie euclidienne. Alors donc, ici vous avez une définition algébrique. Dans un espace affine muni d'un repère, on appelle conique tout ensemble de points vérifiant l'égalité ax au carré plus 2bxy plus cy2 plus 2dx plus 2ey plus f. Or ici, si vous regardez votre texte, somme toute, c'est bien l'équation que vous avez ici. Hein. Si vous regardez votre équation, finalement, oui, l'équation cartésienne qui est là, c'est bien celle-ci. On a bien ax au 2 plus 2bxy plus cy2 plus 2dx plus 2dy plus 2ey et plus f. Donc ça, c'est bien l'équation d'une conique. Alors les coniques, il y en a trois en fait. Il y a trois coniques qui sont la parabole, l'hyperbole et l'ellipse. Et déjà, Wikipédia donc va vous donner une méthode pour savoir si on est en face d'une parabole, d'une ellipse. Ici, vous voyez qu'il y a une condition qui permet de dire que c'est une ellipse, une condition qui permet de dire que c'est une hyperbole, et une condition qui permet de dire que c'est une parabole. Donc, on va mettre en œuvre cette technique qui est proposée par Wikipédia, et on va en rester d'aussi proche que possible. Évidemment, les calculs sont difficiles à faire, mais étant donné que là, on est en présence d'un outil de calcul ultra puissant, hein, qui est le logiciel Wolfram Mathematica, donc ces calculs vont être quand même grandement simplifiés par l'utilisation de ce logiciel. D'ailleurs, à mon sens, si on ne possède pas un tel logiciel, faire des calculs, les calculs qui sont préconisés dans Wikipédia, c'est quand même, à la main, c'est particulièrement difficile. Bien. Alors, on va d'abord lancer l'initialisation. Voici. Et à partir de cette initialisation, bien, voilà, déjà on va vérifier qu'on a bien initié. Alors, qu'a-t-on initié? Eh bien, on va vérifier qu'on a initié ici le triangle qu'on avait la dernière fois. C'est le même triangle avec le point O. Donc ça, c'est ce qu'on a initié. Et on va essayer de placer l'ellipse de Steiner à l'intérieur de ce triangle, mais en utilisant l'équation cartésienne. On suppose qu'on est dans la suite de ce qu'on a fait dans les questions 1 et 2. On suppose donc qu'on a l'équation cartésienne de l'ellipse. Alors, on va essayer de vérifier qu'on possède effectivement cette équation cartésienne. La voici. Alors, je crois que c'est E, voilà, et voilà, la voici. Donc ici, on a bien l'équation cartésienne, on l'a bien initialisée. Donc on la connaît. On va vérifier qu'on l'a noté Q de XY. Voilà. Hein, si vous voulez avoir... Alors, l'intérêt d'une telle notation, c'est que si vous voulez faire Q de 1, 1, par exemple, ça marche. Hein. Évidemment, un point de coordonnées XY appartient à l'ellipse de Steiner si et seulement si ces coordonnées X et Y vérifient Q de XY égale 0. Ici, le point 1, 1, il n'appartient pas parce que Q de 1, 1 n'est pas égal à 0. Bon. Voilà. Alors, donc allons-y maintenant pour trouver cette ellipse. Donc, alors, ici, on va faire ce qui est dit dans Wikipédia, c'est-à-dire qu'on va faire un changement de base. On va changer. Alors, on va faire un changement de base en deux temps. D'abord, on va changer l'orientation des axes des vecteurs unitaires, c'est-à-dire du vecteur I et du vecteur J, du vecteur I et J, puisqu'on sait qu'on a rapporté au repère OIJ, hein, comme on a dit. Et on va faire une translation des vecteurs OI et OJ, enfin une rotation de ces vecteurs, de façon à nous orienter suivant, de façon d'ailleurs que le grand axe se trouve en abscisse et que le petit axe se trouve en ordonnée. On va essayer de le faire dans ce sens-là. Donc il faut calculer une valeur de θ, de l'angle de rotation,
pour que le grand axe, pour que l'axe du nouveau repère soit l'axe des abscisses, mais soit aussi le grand axe, l'axe contenant les deux sommets, le grand axe de l'ellipse. Et ensuite, l'axe des ordonnées, ça va être le petit axe de l'ellipse. On va essayer de trouver une valeur de θ qui permet de réaliser ça. Alors, eh bien, pour ça, on se donne une matrice d'angle θ. Et on va faire mθxy, c'est-à-dire que vous partez d'un point. Alors, x et y, ce sont les coordonnées du point M, non pas dans le nouveau repère, mais dans l'ancien repère. En fait, dans le nouveau repère. Et ces coordonnées x, y dans le nouveau repère, c'est-à-dire dans le repère qui a tourné, vous permettent, au moyen de ça, la matrice mθ, c'est la matrice de passage qui permet de passer en fait ici du nouveau repère à l'ancien repère. C'est-à-dire que là, dans NF, vous avez les coordonnées du point XY, mais dans le repère initial. Donc, alors, si on fait agir ça, voilà, ici, donc, voilà, vous obtenez ici d'abord alors on va regarder ici, vous obtenez votre valeur Q de XY qui est ici. Que contient-elle? Eh bien, elle contient une expression qui contient des cosinus θ et des sinus θ. Alors, si vous prenez CQXY, eh bien, c'est le coefficient du terme rectangulaire, c'est-à-dire du terme qui contient les XY. Et c'est ce qui est marqué ici. Le coefficient devant XY s'écrit ça. Et on le trouve ici. Dans notre cas, on trouve que c'est 6 cosinus de θ plus 11 sinus de θ. Et en fait, il faut trouver une valeur de θ qui annule ce coefficient, qui annule CQXY. Donc c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait là. Donc on fait un solde de CQ de XY égale 0. Alors on cherche la valeur entre pi sur 2 et pi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux valeurs qui vont marcher, une qui est comprise entre 0 et pi sur 2, et l'autre qui est comprise entre pi sur 2 et pi. Seulement celle qui est comprise entre 0 et pi sur 2 va nous mettre le demi-grand axe sur l'axe des ordonnées et le demi-petit axe sur l'axe des abscisses. Et on veut mettre le demi-grand axe sur l'axe des abscisses. Donc il faut prendre la deuxième et non pas la première, celle qui est comprise entre pi sur 2 et pi. Donc on le fait, donc ici on remplace dans xy la valeur de θ par celle qu'on a trouvée ici, qui est la solution de l'équation. Et que trouve-t-on? Alors on va essayer de le voir, donc c'est ça. Et on trouve ici la valeur, l'équation qu'on appelle QM1, où on a remplacé ici, voilà. Et vous voyez, on trouve une équation qui est assez compliquée. Pourquoi? Parce que les coefficients qu'on retrouve sont compliqués, en fait. Hein. C'est un peu ça le problème, c'est que les coefficients sont compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qui est dit dans Wikipédia. Eh bien, vous avez une nouvelle équation. Alors, si vous regardez cette nouvelle équation, effectivement, elle est bien de cette forme-là. Hein. Vous avez bien un terme qui est A1, ici vous avez A1x au carré. Là, vous avez C1y au carré. Là, vous avez 2D1, 2D1x. Et là, vous avez 2E1y. Et puis, vous avez un terme constant ici. Voilà. Donc on est bien, c'est bien ce que dit Wikipédia. Et ensuite, que dit Wikipédia? Il y a plusieurs possibilités. On calcule le produit A1C1. Autrement dit, si je l'appelais... Alors les coefficients, je les récupère ici, sauf que j'ai mis un petit C pour ne pas distinguer, parce qu'il y a des points qui s'appellent déjà A1, A2, etc. Donc j'ai mis un C pour ne pas faire de confusion entre les coefficients et les points. Donc ici, le calcul de 1, C1, D1, E1 et F, je le fais très exactement ici. Je le fais à l'aide de cette instruction qui est l'instruction coefficient de liste. Alors coefficient de liste donne les coefficients du polynôme en QM1 qui est un polynôme en XY. Et ici vous avez x puissance 0, ensuite
Là, vous avez 1, y, y2. Ici, x puissance 1, 1, y, y2. X puissance 2, 1, y, y2. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est classé, en fait. Donc, si vous classez, là, vous avez nature. Si AC est positif, vous avez une ellipse. Si AC est négatif, vous avez une hyperbole. Et si AC est nul, vous avez une parabole. Alors, qu'a-t-on? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voilà, on prend ça et on regarde nature. Nature. Que dit nature? Nature dit que c'est une ellipse. Donc, on est bien en présence d'une ellipse. Alors, comment calcule-t-on les coordonnées du centre? Eh bien, on va faire ce que dit Wikipédia, c'est-à-dire un changement d'origine en prenant O1 moins D1 sur A1 moins E1 sur V1. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, D1, on l'a appelé DC1 et A1, on l'a appelé AC1. E1, on l'a appelé EC1 et C1, on l'a appelé CC1. Eh bien, on utilise exactement la même formule. Ça vous donne l'abscisse et l'ordonnée de l'unité, du vecteur de l'origine. Seulement attention, ce XO, YO, il est dans le repère, dans le nouveau repère. Il n'est pas dans l'ancien repère, il est dans le nouveau. Donc pour avoir les coordonnées du centre de l'ellipse dans l'ancien repère, eh bien il faut utiliser la matrice de passage mθ, rθ ici et donner et l'appliquer les coordonnées XO, YO de l'origine de l'ellipse dans le nouveau repère. Et ça va vous donner les coordonnées de ω1 du centre de l'ellipse dans le nouveau repère, dans l'ancien repère, dans le repère initial. On va vérifier qu'effectivement, alors on va regarder quelles sont ces coordonnées. Et ici, vous retrouvez 12,6. Mais 12,6, c'est bien les coordonnées qu'on avait pour le centre de gravité. C'était bien ça qu'on avait. Donc, en fait, oui, la méthode proposée par Wikipédia nous donne bien les valeurs. Et ensuite, eh bien, on fait un changement de repère, un changement d'origine. Alors, on fait un changement d'origine. On a fait le changement de repère, on le fait en 2 fois, comme je l'ai expliqué. La première fois, on fait tourner les axes, et la deuxième fois, on change d'origine. Donc là, on va faire un changement d'origine. Pour faire ce changement d'origine, on remplace le x par u plus xo et le y par v plus yo. Alors u et v, u c'est l'abscisse et v c'est l'ordonnée du nouveau repère, dans le repère où on a changé l'orientation des axes et où on a changé l'origine du repère. Et ça vous donne une équation EQ1 ici. Donc on va voir quel est ce EQ1. Voilà, on regarde EQ1. Et ça vous donne une équation comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on n'a plus que des u carrés et des v carrés, et on a bien une équation cartésienne qui va ressembler très fortement à celle d'une ellipse. Puisque l'équation cartésienne d'une ellipse, si on reprend Wikipédia, l'équation cartésienne d'une ellipse, elle est... Voilà, ici. Voilà. Et ça, donc c'est x2 sur A2 plus y2 sur B2. Donc A, c'est le demi-grand axe, B, c'est le demi-petit axe. Donc, et là, si vous regardez, donc si on était ici, si vous regardez ici l'équation qu'on a, eh bien cette équation, on va pouvoir l'écrire sous la forme, ça c'est égal 0, on va pouvoir l'écrire sous la forme x2 sur a au carré plus x. Si je vous écrivais ça, donc si vous écrivez x2, ou plutôt exactement u2 sur a2 au carré, plus v2 sur b2 au carré moins 1. Voici l'équation que vous obtenez. Ah, j'ai pas dit ce que c'était A2 et B2. Alors, comment trouve-t-on A2 et B2? Alors là, c'est le calcul de A et B. Eh ben, on fait ce qui est dit dans Wikipédia.
ici, vous voyez qu'on fait A. A, ça va être moins F1 sur A1. Donc, on fait... Alors, F1, c'est FD1 sur A1. Alors, pourquoi c'est FD? Parce qu'il faut remplacer, vous voyez qu'ici, il obtient l'équation A1x au carré plus C1y au carré plus F1. Mais F1, le F1 qui est là, c'est pas le même que celui qui est ici. Donc, il faut remplacer effectivement les F1. Donc, on fait ça, on calcule le nouveau F1 en faisant EQ1, U égale 0, V égale 0. On obtient le nouveau F1 et ensuite, on applique la formule qui est donnée dans Wikipédia, moins F1 sur A1, moins F1 sur C1. Et là, vous avez votre demi-grand axe et votre demi-petit axe. Alors, pourquoi j'ai écrit 2? Parce que c'est la troisième méthode avec laquelle je le calcule. En fait, il y a d'autres méthodes qu'on verra dans une vidéo ultérieure sur les ellipses, sur les coniques. Alors, ici, vous avez, alors C2, c'est A au carré moins B au carré, c'est la distance focale, c'est-à-dire qu'une ellipse est définie par des foyers, et bien ceci permet de calculer la distance focale de l'ellipse. Alors ça, on peut le calculer, donc on va calculer F2 et D2 ici en faisant ça, voilà, ceci, et maintenant qu'on a fait ça, eh bien nous pouvons connaître notre équation cartésienne, la voici. Et vous voyez qu'en fait, par rapport à la première équation que nous avions tout à l'heure, ben, il n'y a pas une énorme différence, tout simplement, on a divisé par 722. Hein. On a divisé. Alors le 1,5, on l'enlève parce qu'il ne sert pas à grand chose, hein, étant donné que ça, vous avez égal à 0. Hein, vous pouvez multiplier par 2. Donc ici, vous voyez, vous avez bien, et ensuite vous divisez tout par 722, et ça vous donne bien votre équation d'ellipse, c'est bien les mêmes. C'est bien les mêmes, bon... C'est bien les mêmes équations. Donc voilà. Alors là, ici, en faisant ça, vous allez avoir les coordonnées ici, puisque vous avez votre paire, eh bien, votre A, ça va être oméga 1 plus A2U1. B, ça va être oméga 1 moins A2U1. Le C, ça va être oméga 1 plus B2V1. Et le D, ça va être oméga 1 moins B2V1. Ça vous donne les 4 sommets. En partant du centre de l'ellipse dont on a calculé tout à l'heure que les coordonnées étaient oméga 1. Et ensuite, vous ajoutez le demi-grand axe avec son orientation. Son orientation, c'est le vecteur U1. Le demi-petit axe avec son orientation qui est le vecteur V1. Et vous obtenez ici vos 4 sommets. Donc, on va les obtenir ici. Voilà. Et alors, évidemment, là, vous avez vos demi-grand axe. Mais attention, les valeurs sont quand même compliquées. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on essaye d'afficher le A, vous voyez que bon, les coordonnées sont quand même des choses compliquées. Mais c'est normal parce qu'on fait faire des calculs qui sont difficiles, qui sont compliqués, des changements de repères, etc. Donc automatiquement, les coordonnées ne sont pas simples du tout. Voilà. Ensuite, on peut calculer les foyers de l'ellipse. On fait ceci. Voilà. Voilà. Donc ici, alors maintenant pour faire le graphique, eh bien pour faire le graphique, ici vous partez du C-fixe 0. Le C-fixe 0, c'est le dessin qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est ici on l'a vu, notre C-fixe 0, c'est tout simplement le dessin qu'on a vu tout à l'heure, là, bon, on va passer d'ailleurs comme ceci, voilà, donc là c'est notre C-fixe 0, et on va placer l'ellipse à l'intérieur. Alors ici vous avez vos 4 sommets ABCD, donc on va placer les 4 sommets à leur point commun. Et ensuite, pour placer l'ellipse, cette fois-ci, ça va être facile parce que vous partez du circle O2 A2B2. Alors ça en fait, cette instruction, circle O2 A2B2, vous fait une ellipse. Une ellipse de demi-grand axe A2 et de demi-petit axe B2. Cette instruction Mathematica sait faire des ellipses. Seulement, le problème de cette ellipse-là, c'est que le demi-grand axe, c'est sur l'axe des abscisses, et le demi-petit axe, c'est sur l'axe des ordonnées. Ici, si vous faites l'ellipse avec ces coordonnées-là, vous allez mettre le A sur l'axe des abscisses et le B sur l'axe des ordonnées. Donc, en fait, la première direction va être horizontale, la seconde va être verticale. Mais on ne veut pas que ce soit horizontal et vertical, puisque ça a tourné. Eh bien, qu'à cela ne tienne, donc on introduit une géométrie de transformation, et une rotation d'angle θ. Et l'angle θ, évidemment, c'est celui qu'on a calculé au début de l'exercice.
Donc ceci vous permet d'avoir le C-fil2. Alors, on va le tracer ici, sur le brouillon. On va tracer notre C-fil2. Donc voilà, on va le mettre en dynamique pour pouvoir le tracer tout de suite. Voilà. Et donc ici, nous allons tracer notre C-fil2. Voilà. Et là, vous avez tout. Donc, vous avez votre triangle ABC qui a été tracé et vous avez votre ellipse qui est tracée. On a tracé l'ellipse tout en faisant un cercle, une ellipse de grand axe A et de petit axe B, mais ensuite on l'a fait tourner de la rotation θ. Et donc là, on a placé. Et donc, vous voyez que ici, vous obtenez l'ellipse d'une troisième façon différente. Donc ça, c'est une première méthode. C'est la méthode basique pour trouver les axes principaux d'une ellipse, c'est-à-dire son demi-grand axe, son demi-petit axe. Alors, cette technique, elle a un avantage, c'est qu'elle ne demande aucun savoir. C'est très facile à faire. Il existe d'autres méthodes, comme c'est dit ici dans Wikipédia, qui sont suggérées d'ailleurs dans Wikipédia, qui sont marquées ici. Vous avez ce qu'on appelle la classification affine, qui fait appel ici à un certain nombre de matrices. Alors, ça, c'est une technique qu'on examinera lors d'une prochaine vidéo. C'est comment utiliser la classification affine et en particulier l'utilisation de la géométrie projective en faisant ce qu'on appelle une homogénéisation de l'équation de l'ellipse. Alors ça, c'est une technique que nous verrons lors d'une prochaine vidéo, mais pas sur cette ellipse-là, sur une conique quelconque. Nous verrons la mise en œuvre avec les techniques de la géométrie projective et de la classification affine, ici, qui sont marquées dans Wikipédia. Voilà. Mais pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir fait l'effort d'arriver au bout de cette vidéo. Alors, évidemment, on peut s'amuser à créer ici avoir un corrigé complet, hein, si on veut le faire. Voilà, bon, ici on a la valeur de A, la valeur de B, la valeur interface, les coordonnées des points qui sont pas simples, et on a le tracé de E dans le triangle ABC. Ça résume à peu près tout ce que je viens de faire. Donc la prochaine fois, dans le cadre d'une prochaine vidéo sur les coniques, on verra une méthode qui emploie les techniques de la géométrie projective, c'est-à-dire les techniques où on fait une homogénéisation, et ensuite on verra, et je donnerai des références bibliographiques qui permettent de faire les choses d'une autre façon que celle qu'on vient de faire. Cette méthode est basique, mais il existe des méthodes plus sophistiquées, plus second cycle universitaire, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir fait l'effort d'arriver au bout de cette vidéo, et j'espère que vous pourrez venir à une prochaine vidéo. Au fait, si vous pouviez mettre quelques commentaires pour m'aider à construire mes vidéos, ça me serait d'une grande utilité. Je vous remercie.